Bonjour sur Nuestro Potager. Vous êtes nombreux à avoir eu vos plants de tomates ravagés et décimés par le mildiou l'an dernier. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de faire une vidéo scientifique à ce sujet très particulier du mildiou. Je suis accompagné aujourd'hui à Jean Blou Agrobiotech par le professeur Sébastien Massard. Professeur Sébastien Massard, bonjour. Bonjour Hugues. Vous êtes phytopathologiste intéressé à l'amélioration des diagnostics, à la virologie végétale et à la recherche sur le microbiome végétal. Microbiome venant du grec, micro petit et bios, vie. Alors, dites-nous tout sur le mildiou. Et tout d'abord, qu'est-ce que le mildiou? D'où vient-il? Éclairez-nous. Eh bien Hugues, vous êtes au bon endroit pour parler de cela parce que la faculté à Jean Blou Agrobiotech réalise depuis plus de 150 ans des recherches de pointe en agronomie. Et plus particulièrement, actuellement, la faculté a mis en place une plateforme appelée Wasabi qui vise notamment à étudier la production maraîchère et toute autre production en milieu urbain et périurbain. Alors, le mildiou, plus particulièrement, qu'est-ce que c'est? Le mildiou est en fait un pseudo-champignon. C'est-à-dire qu'il est plus proche des algues brunes que des champignons. Donc génétiquement, il est assez loin d'autres types de champignons que l'on pourrait rencontrer. Alors ce mildiou, et plus particulièrement le mildiou de la tomate, s'appelle Phytophthora infestans, son nom d'espèce. Et le nom Phytophthora n'est pas là par hasard, parce qu'il vient du grec phyto, plante, et du mot phthora, qui signifie destructeur. Et donc en fait, dès son baptême, en quelque sorte de nom, il était déjà considéré comme le destructeur de plantes. On va retrouver à la surface des feuilles des taches, qui sont en fait la mort de tissu, c'est ce que l'on appelle des nécroses. Et donc ce sont des nécroses brunâtres, le tissu se dessèche et meurt suite à l'infection. On va retrouver ça au niveau des feuilles, mais également de la tige. Et on va observer, au fur et à mesure de la saison, une augmentation très importante de la superficie de ces taches, qui peut aboutir à la mort de la plante. Ce que l'on peut également observer, c'est face inférieure des feuilles, on peut retrouver un petit mycélium, donc un petit feutrage blanc, qui correspond à des structures de reproduction du pseudo-champignon, et qui sont très importante dans le développement de l'épidémie également. Et ce fameux Phytophthora infestans, d'où vient-il? Le mildiou provient d'Amérique centrale et plus particulièrement du Mexique. Il y a eu énormément de recherches pour identifier son centre d'origine parce que ça peut avoir une importance capitale dans la gestion de la maladie. Alors, il faut savoir qu'il est originaire d'Amérique, tout comme ces plantes hôtes majeures pour les producteurs tant amateurs que professionnels, c'est-à-dire la tomate et la pomme de terre. Parce qu'en effet, le mildiou de la tomate et le mildiou de la pomme de terre sont causés par la même espèce, ce qui n'est pas le cas d'autres mildious, comme celui de la vigne par exemple, qui est causé par une autre espèce de pseudo-champignons. Et par ailleurs, ce Phytophthora infestans est capable d'infecter également d'autres solanacées sauvages. Son arrivée chez nous, je vais rebobiner le fil de l'histoire bien avant. En fait, il faut aussi réfléchir à la région d'origine de ces plantes hôtes, et notamment de la tomate et de la pomme de terre. La pomme de terre, prenons le cas, a été importée en Europe. L'avantage, c'est qu'elle était importée avec un minimum de maladies dessus. Et donc, elle a été très rapidement adoptée par énormément de producteurs à l'époque, et des populations sont devenues très dépendantes de la pomme de terre. Mais, à ce moment, le mildiou n'avait pas encore franchi l'Atlantique. Ce qu'il s'est passé vers le milieu du 19e siècle, il y a eu le mildiou, donc ce Phytophthora infestans, qui a été introduit en Europe via des tubercules contaminés. Le champignon a complètement dévasté les cultures un peu partout en Europe. Et certains pays qui étaient devenus complètement dépendants de la pomme de terre, en quelque sorte ils avaient mis tous leurs œufs dans le même panier, ont subi de plein fouet cette épidémie de mildiou qui a complètement anéanti les cultures, et notamment l'Irlande est le cas le plus dramatique, avec une famine qui a causé la mort d'1 million de personnes et l'immigration de 2 millions de personnes vers les États-Unis. On peut considérer qu'à partir de ce moment, ça devient une maladie endémique. Exactement. On doit vivre avec et apprendre à gérer cette maladie, sachant que l'on est tributaire également des conditions climatiques, nous y reviendrons. Mais donc la production de pommes de terre reprend, on a des variétés qui sont un peu moins sensibles. Progressivement, dans le XXe siècle, on a aussi des fongicides qui deviennent efficaces contre le mildiou. Mais au fur et à mesure, on a des nouveaux variants qui sont également introduits en Europe, parfois plus sévères et donc provoquant plus de problèmes. Mais le grand tournant dans la gestion de cette maladie sur le continent européen est l'arrivée d'une souche spéciale, c'est ce qu'on appelle la souche A2, qui vient compléter la souche qui était déjà présente, la souche A1. Et la grosse problématique, c'est que maintenant, il y a la capacité de faire une reproduction sexuée. Et qui dit reproduction sexuée dit capacité d'obtenir une diversité génétique beaucoup plus importante, d'une part, ce qui permet aussi aux pseudo-champignons
de contourner des résistances chez la plante, de développer des résistances à des fongicides. Premier problème de cette reproduction sexuée. Et on a un deuxième problème, c'est que ça va créer ce qu'on appelle des oospores. Ces spores sont particulièrement résistants et se conservent très bien dans l'environnement, le sol, les débris de plantes ou même dans le compost. On parle maintenant de reproduction sexuée, de grands pouvoirs d'adaptation. On est très mal là. Alors, quand ce mildiou arrive-t-il dans nos plantations de tomates? Quels sont les schémas de reproduction de ce mildiou, de ce pseudo-champignon? Quelles sont les méthodes adaptées en prévention et en lutte quand la maladie se trouve présente? Et quelle est l'influence que le climat peut avoir et pourquoi expliquer une telle prolifération en 2021? Alors, c'est effectivement énormément de questions très intéressantes, mais je vais repartir de la base. Je vous ai expliqué que c'était un pseudo-champignon parce qu'il était génétiquement très différent des champignons. Le fonctionnement de la cellule est différent, les parois sont différentes. Ça peut avoir un impact notamment par rapport à l'efficacité de fongicides. Mais en termes de biologie, ce dont nous allons parler maintenant, il se comporte d'une manière assez similaire aux autres champignons. Pour bien comprendre son cycle, on va commencer par la fin de saison. En fin de saison, le mildiou se retrouve où? Il va se retrouver sur les débris végétaux, il va se retrouver sur le sol, et il va également, pour la culture de pommes de terre, se retrouver au niveau des tubercules. Ce sont en fait les trois modes de conservation du mildiou pendant la mauvaise saison, lorsqu'il n'y a plus de tissu végétal pour se développer. Durant l'hiver, donc, il y a ces trois formes de conservation. Et ce qui est important à garder en tête, c'est qu'au niveau des résidus de culture ou du compost, les oospores, rappelez-vous, ces formes sexuées, se conservent beaucoup mieux que les autres structures du champignon. Donc gardent une capacité à former une épidémie plus importante pour la saison suivante. Au niveau des tubercules, l'impact de la forme de conservation est différent, puisque là, le champignon est conservé avec le tissu de la plante. Au printemps, lorsque les conditions sont favorables, lorsque les températures commencent à augmenter, et dans des cas où l'humidité relative est très importante, eh bien les structures de conservation vont commencer à germer, se développer, et on va avoir des spores présents qui vont être capables d'infecter les nouvelles plantes qui ont été plantées, qui sont en cours de croissance pour la saison suivante. Donc son cycle est adapté à celui des plantes hôtes. Et au niveau des tubercules de pommes de terre, un schéma assez spécifique, le champignon est déjà dans le tubercule et donc lors de la croissance de la plante, il va directement infecter les tissus de la plante et on va avoir les premières nécroses, premières lésions apparaître rapidement dans la saison. Ensuite vient la saison de culture. Et là, à nouveau, le cycle du développement du champignon est dépendant des conditions climatiques. Le Phytophthora adore des températures pas trop chaudes, pas trop froides. Il a un optimum entre 16 et 22 degrés, plus ou moins. Et il adore également des conditions très humides. Une humidité relative supérieure à 90% est parfaite pour lui. Dans ces conditions-là, eh bien, le cycle du champignon va se mettre en place. C'est-à-dire que lorsqu'il a infecté une plante, il va se développer, provoquer les nécroses et également produire des organes permettant la reproduction. Et là, ici, on parle d'une reproduction asexuée, clonale, durant toute la bonne saison. Et là, c'est ce que je vous expliquais avec ces petits feutrages blancs que l'on peut trouver à la face inférieure des feuilles. Eh bien, ceux-ci sont des spores, on appelle ça des sporanges, qui vont pouvoir être disséminés de plante en plante. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'on appelle, le mildiou est aussi ce qu'on peut appeler une maladie communautaire, c'est-à-dire que ces spores peuvent être disséminés sur plusieurs kilomètres à la ronde. Donc on est aussi tributaire de ce qui se passe dans l'environnement de notre parcelle. Dans les conditions optimales, le mildiou peut faire un cycle en 5 à 7 jours. Ce qui veut dire qu'en 5 à 7 jours, une spore ou quelques spores qui ont pu germer et infecter la plante peuvent produire des milliers, des millions de spores. Et donc on voit tout de suite le potentiel épidémique exponentiel qui est présent pour cette maladie et qui explique que lorsque les conditions sont favorables, ce champignon dévaste littéralement les cultures. 2020 et 2021, que s'est-il passé? Eh bien, je vous expliquais, le mildiou, ce qu'il apprécie particulièrement, c'est une humidité relative très importante, des conditions humides et des conditions relativement fraîches. Je vous expliquais, 18-22 degrés, c'est son optimum. Au-delà de 26-27 degrés, l'épidémie est stoppée. Ce qui veut dire qu'en 2021, avec des conditions fraîches et humides, on a les conditions idéales pour que ce champignon se multiplie de manière exponentielle tous les 6-7 jours et donc ravage les cultures. 2020, que s'est-il passé? Nous avons une année sèche et des températures plus élevées qui sont donc défavorables au développement de la maladie. Et c'est un phénomène auquel on est confronté depuis, je dirais, le début des épidémies il y a 150 ans.
en connaissance de cause, quels sont les moyens à notre disposition pour agir sur le mildiou en tenant compte du cycle de vie du mildiou. Vous soulignez un élément très important dans la question qui est la connaissance du cycle et de la biologie du mildiou. C'est un élément clé pour savoir qu'est-ce que je peux faire, il faut connaître son adversaire. Et de plus, un autre élément important, c'est qu'il va falloir appliquer plusieurs méthodes, réaliser plusieurs types d'actions qui, mises ensemble, vont permettre de limiter l'épidémie. Si j'ai bien compris, nous sommes totalement tributaires du climat. Alors, au niveau de l'emplacement idéal de nos plantations de tomates, y a-t-il un emplacement recommandé au sein de nos potagers pour se prémunir d'attaques aussi massives de mildiou? C'est très bien connu que la tomate aime le soleil, et le soleil en termes d'épidémie de mildiou est très intéressant parce qu'il va créer des conditions plus sèches et donc moins favorables au développement de la maladie. En plus, la température peut être plus élevée, et en cas de température très élevée, la maladie se développe moins rapidement. Deuxième élément clé, c'est l'aération, la ventilation. Pourquoi c'est important? Parce que la maladie est dépendante d'une humidité relative importante. Ce qui veut dire, au plus la parcelle est aérée, au moins les risques de développement rapide de la maladie sont présents. L'aération, ce n'est pas toujours facile, mais ce qu'il faut faire par ailleurs, c'est avoir une distance suffisante entre les plants. En gardant une distance de 1 mètre, qui est généralement recommandée, cela permet d'assurer une aération correcte, indépendamment de la position. On peut voir une différence importante entre le développement du mildiou en serre et en plein air, suite à ces conditions de l'environnement. Attention quand même à l'aération correcte de la serre, de manière à éviter une humidité trop importante. Et puis vient la période de semis et de choix de la variété. Et là, c'est aussi un élément capital. On va retrouver des variétés de sensibilité variées. On peut avoir des variétés fort sensibles ou moins sensibles, et on est là dans une résistance qui va freiner, on appelle ça résistance quantitative. Elle va freiner le développement de la maladie, mais ne va pas la stopper. Et nous avons d'un autre côté des résistances que nous allons qualifier de verticales ou qualitatives qui stoppent, mais uniquement certaines souches du mildiou. Et ces gènes de résistance ont notamment été introduites dans des variétés commerciales par les sélectionneurs. Alors on peut se poser la question d'où viennent ces gènes de résistance? Eh bien là, on retourne sur l'importance du centre d'origine de la maladie. Au Mexique, sur les hauts plateaux mexicains, le centre d'origine de ce Phytophthora, eh bien, il y a des plantes sauvages qui naturellement possèdent des gènes de résistance contre cette maladie. Et l'objectif des sélectionneurs a été d'intégrer par des techniques de sélection classiques, de reproduction entre plantes, ces gènes dans des variétés commerciales. Ils ont l'avantage de bloquer complètement certaines souches. Et je dis certaines souches parce qu'en fait, le mildiou est très variable. En plus, il se reproduit de manière sexuée chez nous. Et donc, sur le moyen ou le long terme, il y a toujours le risque que ces gènes de résistance deviennent inefficaces. C'est-à-dire que, par la variabilité génétique, certaines souches de mildiou vont parvenir à contourner cette résistance et la plante va perdre la résistance et devenir sensible. Quel est le rapport qu'il peut y avoir entre ces plants avec introduction d'un gène de résistance et les plants hybrides? Il est important de souligner que ce ne sont pas des OGM. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a croisé la plante sauvage avec des cultivars de tomates. Et ce que l'on a fait, on a pollinisé une plante avec l'autre et puis analyser toute la descendance et sélectionner la descendance qui présentait la résistance au mildiou tout en conservant les caractéristiques agronomiques, organoleptiques de la variété initiale. Vous avez des variétés hybrides qui contiennent ces gènes de résistance. En fait, il faut savoir que jusqu'à présent, il y a 6 gènes de résistance qui ont été identifiés. Certains d'entre eux sont déjà présents dans des variétés hybrides, mais toutes les variétés hybrides ne contiennent pas nécessairement ces gènes de résistance. Il est important de bien regarder et vérifier, si l'on veut utiliser cette méthode de lutte, que des gènes de résistance existent effectivement. Je voudrais souligner les travaux qui sont actuellement menés par le Centre technique horticole de Gembloux, par M. Laurent Minet, qui cherche à justement transférer par la sélection naturelle, ces gènes de résistance vers d'autres variétés de tomates, de manière à offrir une panoplie de tomates de propriétés agronomiques organoleptiques plus large aux producteurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Et durant la saison, quelles sont les actions recommandées ou préconisées? Durant la saison, il faut surveiller l'état sanitaire de ces plantes. C'est quoi? C'est être attentif à l'apparition de ces nécroses, parce qu'elles sont le signe de l'infection de la plante par le mildiou. Et on le sait qu'à la suite de ces nécroses, on va aussi avoir face inférieure des feuilles les structures du champignon qui vont permettre d'infecter d'autres plantes ou d'autres parties de la plante. Donc on peut dire qu'il est recommandé d'éliminer ces parties
déjà touchés par la maladie. Ça va réduire la pression de l'inoculum, ça va réduire l'intensité de l'épidémie. Ce qui est important lorsque l'on coupe les parties atteintes, c'est de les isoler. Donc, il ne faut pas les déposer sur le sol parce qu'alors on risque de disséminer les spores sur le sol. Donc les isoler dans un bac, dans un sac, de manière à éviter que les spores présents se disséminent. C'est important également d'utiliser des outils propres, désinfectés, de manière à éviter de soi-même, via les outils, transmettre la maladie. Que faire de ces débris contaminés? Eh bien, il y a un processus de compostage. Mais il y a un risque par rapport au compostage fait par un particulier sur le côté du jardin, c'est que le processus ne permet pas l'élimination de toutes les spores du mildiou, et donc le compost contiendrait des inoculums pour la saison suivante, par exemple. Il est préférable, dans ces cas-là, en fait, de déposer ces débris pour du compostage industriel, qui va être réalisé avec des montées en température telles que la quantité de spores infectieuses du mildiou va être considérablement réduite, voire réduite à néant. Autre élément important durant la saison, c'est éliminer les feuilles qui sont situées très près du sol. Il faut éviter le contact des feuilles avec le sol suite à des questions d'humidité plus importantes et également de spores qui vont se retrouver sur le sol suite notamment au lessivage des pluies. Par ailleurs, au niveau de l'arrosage, il est essentiel d'arroser au pied du plant et d'éviter d'arroser, de mouiller les feuilles parce que l'humidité foliaire, l'humectation foliaire est un facteur favorable au développement du mildiou. Quels sont les traitements préventifs et existe-t-il des traitements curatifs? Concernant tout d'abord les traitements curatifs, il existe des traitements mais réservés aux professionnels et ce sont des fongicides de synthèse. Au niveau des traitements préventifs, plusieurs solutions existent et qui doivent être analysées de manière un peu plus approfondie. La première solution, ce sont les pesticides à base de cuivre. Alors, ce sont des fongicides d'origine minérale qui sont présents depuis énormément d'années et utilisés à large échelle. Ils permettent une protection préventive, c'est-à-dire qu'ils doivent être présents sur la feuille lorsque la spore du mildiou va arriver et va germer, parce qu'ils vont l'empêcher en fait de germer et d'infecter la plante. Donc c'est essentiel que le produit soit présent sur la feuille lors de l'arrivée de la spore et lors des conditions favorables au développement de la spore. C'est uniquement préventif. L'inconvénient, c'est que comme il ne pénètre pas dans la feuille et qu'il reste à la surface de la feuille, c'est que pour une culture en plein air, il peut être facilement lessivé. Et à ce moment-là, la plante est tout aussi démunie qu'auparavant. Il n'est plus présent et n'a plus aucun effet. Le lessivage est bien moindre lorsqu'on est sous abri, par exemple. Donc c'est une solution qui est efficace. L'efficacité a été démontrée dans de nombreux essais. Ça permet réellement de gérer au mieux une épidémie de mildiou. Il y a en fait des craintes aussi qui existent par rapport à l'accumulation du cuivre. Parce que le cuivre n'est pas biodégradable, c'est un élément minéral qui va venir donc s'intégrer au sol de la plantation. Des recherches sont en cours au niveau européen, au niveau mondial, pour voir un petit peu quel pourrait être l'impact de ce cuivre sur la biologie du sol. Actuellement, il n'y a pas encore de résultats probants qui permettent de dire qu'il y a effectivement un impact néfaste ou au contraire qu'il n'y a pas d'impact clair. Il y a une série d'évidences qui se mettent en place, mais on a encore énormément d'incertitudes à ce niveau. Les fongicides à base de cuivre tels que la bouillie bordelaise doivent absolument être appliqués en respectant le dosage, les fréquences. Il faut savoir qu'ils sont aussi homologués pour un nombre d'applications maximum par an. Et ce qui est également essentiel, c'est de respecter les délais avant récolte. Il y a un certain délai entre la dernière pulvérisation et la récolte. Et ça, il ne faut pas transiger avec cette période-là pour des raisons de santé humaine. Qu'en est-il d'autres substances à base de purin ou de décoction d'ail ou d'autres plantes? Pour parler de ces macérations ou de ces purins, on va aborder un cas d'école qui était le plus étudié, qui est le purin d'ortie. Ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est que le purin d'ortie est reconnu comme une substance de base, donc une substance ayant potentiellement un intérêt en agronomie. Et en fait, il est même reconnu comme biofertilisant, participant à une bonne nutrition de la plante, à fertiliser la plante, assurant une bonne croissance de la plante. En termes phytopathologiques, il y a eu de nombreux essais et par exemple, il a effectivement une action qui a été démontrée contre le mildiou de la vigne, Plasmopora viticola, et donc qui est différente de notre Phytophthora infestans. Alors vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des tomates et du mildiou de la tomate? Et jusqu'à présent, aucun effet significatif n'a été mis en évidence pour le purin d'ortie. Alors ça veut dire deux choses.
à ce niveau-là, c'est que ou bien il n'y a effectivement pas d'effet de protection fongique contre le Phytophthora infestans sur tomates, ou alors s'il y a un effet, il est très faible. Et il ne peut pas être mis en évidence dans le cadre d'études comparées suite en quelque sorte à la variabilité biologique qui est toujours de mise. Donc effet, il pourrait y avoir, il n'a pas été démontré et il sera très probablement assez faible. Une problématique par rapport au purin d'ortie, mais qui existe aussi pour les autres préparations à base de végétaux, c'est en fait la stabilité de la production. Il faut savoir qu'en fonction du stade de développement de l'ortie, de ses conditions de croissance, on pourrait avoir in fine un purin d'ortie avec des molécules très différentes d'une fois à l'autre. Et donc c'est ce qui peut aussi expliquer la difficulté de mettre en évidence et de généraliser des effets. Et on peut se rendre compte maintenant, notamment certaines industries sont en train de se développer de manière à standardiser au maximum la production de purin d'ortie. Qu'en est-il par rapport aux autres substances type décoction d'ail ou utilisation de bicarbonate de soude comme fongicides naturels? Il y a à nouveau très peu d'études qui ont été réalisées, encore moins qu'avec le purin d'ortie, et les études n'ont pas permis de conclure à une efficacité importante. Néanmoins, lorsqu'on analyse en laboratoire, notamment la composition par exemple de la décoction d'ail, on voit qu'il y a des molécules efficaces contre ce Phytophthora infestans. La grande problématique et la difficulté est ensuite de transférer des résultats intéressants obtenus en milieu artificiel au laboratoire vers une application standardisée en pratique qui a un effet. Et donc ce développement est encore nécessaire de manière à pouvoir évaluer au mieux l'effet et essayer de maximiser l'effet potentiel de ces décoctions, de ces purins et autres. On peut également dire que malgré toutes les précautions que l'on pourrait prendre, tout cet ensemble de précautions que l'on pourrait prendre et ces traitements préventifs, si nous avons à nouveau des conditions météorologiques telles que durant l'été 2021, c'est terminé, l'affaire est pliée. Effectivement, l'affaire est pliée, à l'exception des variétés possédant un ou plusieurs des gènes de résistance verticale dont nous avons parlé précédemment. Professeur Massart, merci pour toutes ces informations scientifiques extrêmement précieuses pour nous. Merci pour votre accueil. J'espère que dans le futur, nous pourrions collaborer pour d'autres vidéos sur d'autres sujets pertinents. Bien, avec grand plaisir, parce que ça fait aussi partie des missions de notre faculté de pouvoir disséminer cette information au plus grand nombre et au plus large public. Et effectivement, nous pourrons encore disséminer des informations pertinentes, que ce soit par rapport à des virus de la tomate, mais également à des cultures en bac de différentes plantes. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.